Nous sommes de retour dans Parole de leader où nous avons l'honneur de recevoir ce jour l'ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Monsieur le Premier ministre, nous évoquions la transition dans votre pays, la Guinée. C'est avec gravité que je vous pose cette question. Des Guinéens disparaissent. Et même au moment où nous faisons cette émission, notre confrère Habib Marouane Camara est porté disparu. Comment vous vivez ces disparitions dans votre pays, la Guinée? Très mal. Je suis à la tête d'un parti qui se bat. Ce qu'on voit comme l'objectif du parti, c'est l'accession au pouvoir. C'est vrai, parce qu'il faut disposer des instruments nécessaires pour changer la Guinée. Mais je me bats pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le respect des droits humains et des libertés publiques. Alors, je suis très choqué par ce qui arrive à mon pays du fait de cette junte, à laquelle j'ai cru et que j'ai soutenu, à l'intérieur comme à l'extérieur. En termes de disparition, il faut parler, on peut parler de 6 personnes. D'abord, le numéro 2 de la junte, le général Sadiba Coulibaly, qui a été jugé, condamné et malheureusement détenu à un endroit que personne ne connaissait. Ses avocats ont revendiqué, puisqu'il a été radié de l'armée, jugé et condamné à 5 ans de prison pour désertion et port illégal d'armes. C'était le chef d'état-major des armées. Il a disparu. Mais quelques mois après, on appelle sa famille, on rend le corps. Qu'est-ce qui lui est arrivé selon vous? Vraiment, alors, on ne sait pas. Il n'était pas détenu dans un endroit connu. Alors que les prisonniers sont détenus là où on appelle la maison centrale. Il y a une prison, dans une prison civile, d'autant plus que... Et puis c'est le corps qu'on rend à ses parents. Ce n'était pas un ami. Il était le numéro 2 de la junte. Mais j'ai condamné l'acte. Parce que je crois que ses droits n'ont pas été respectés. À supposer qu'il ait été condamné à juste raison, je ne sais pas. Mais lorsqu'on me dit qu'un général, ancien chef d'état-major, c'est pour port illégal d'armes, c'est possible, ou désertion, je ne sais pas. Mais il aurait dû être détenu à une prison, dans une prison civile. Et il n'aurait pas dû disparaître. Après lui, il y a eu le colonel Célestin Guilavogui, qu'on a kidnappé, il est porté disparu. Et puis un beau matin, on appelle sa femme, elle vient au camp Samori, on l'envoie à la morgue pour reconnaître son corps, le corps de son mari. Après, il y a eu les 2 activistes de la société civile, notoirement connus, Fonike Mangé et Biloba. Ils projetaient d'organiser une manifestation pour protester contre la fermeture de 3 radios par acte administratif. Je reviendrai sur ça. Le musulman de la presse. On les arrête, selon les témoins, on les envoie au palais présidentiel, dehors. Après, on les transfère dans une prison, dans un camp à l'île de Kassa. Ils étaient 3. Lorsqu'ils sont venus arrêter les 2, ils étaient avec un 3e qui aurait protesté, puis l'ont embarqué. Il a été témoin, il a témoigné, comme quoi on les a torturés en sa présence, avant de le libérer lui. Jusqu'à présent, ça c'est depuis le 9 juillet, leur famille, leurs amis, leurs collaborateurs, personne n'a de nouvelles de la disparition forcée. Et en plus, l'État, la justice, la présidence, le porte-parole du gouvernement, évidemment, en cœur, ils ont dit que le gouvernement n'est pas au courant de leur arrestation. Or, tout le monde a vu que c'était les forces spéciales et la gendarmerie qui est venue les enlever au domicile de Fonike Mangé. C'est inacceptable. Si on leur reproche quelque chose, qu'on leur envoie une convocation. Si c'est établi qu'ils ont commis une infraction
on les juge, on les condamne. Mais on les kidnappe. Et on les fait disparaître. On les fait disparaître. Il y a le cas du docteur Dioubaté. Lui aussi. On l'accuse d'avoir déchiré ou brûlé l'effigie de Mamadi Doumbouya en ville, puisque les effigies de Doumbouya sont partout, dans toutes les villes, dans toutes les rues. Le culte de personnalité a atteint un niveau, même sous la Révolution. On arrête ce jeune médecin. Une semaine, 10 jours après, on rend le corps à sa famille. Et à l'occasion d'une autre cérémonie, on était en train de construire l'effigie de Doumbouya. Le préfet dit, celui qui va toucher ici, il aura le même sort que le médecin. C'est un aveu, selon vous? Ah oui, c'est un aveu. C'est-à-dire qu'on ne doit plus s'attaquer à Doumbouya, ni à ses effigies, ni à ses statues. Et attention, maintenant il y a une semaine, il y a moins d'une semaine, il y a 4 jours, Marwan Kamara, oui, qui est quelqu'un qui s'est illustré, bien entendu, dans la dénonciation des dérives de la junte. Il a un site où il publie, chose qu'il vérifie. Et voilà, il y a 3 jours, 4 jours, on procède, les gendarmes viennent, lui barrent la route, cassent le pare-brise et l'extrait par le pare-brise et le malmène. Aujourd'hui, personne ne sait où il est. Les autorités disent ne pas être informées de sa disparition. Oui, mais c'est comme ça qu'ils font. Ils avaient dit la même chose pour le colonel Célestin. Et c'est qu'ils disent la même chose pour Foneke Mangé Bilo. Je suis très inquiet pour Marwan. Parce que lorsqu'ils disent qu'ils ne savent pas, c'est dangereux. Ils avaient fait une déclaration, la justice, pour dire qu'ils ne connaissaient pas où est le colonel Célestin. Mais quelque temps après, ils ont appelé sa femme pour aller reconnaître le corps. Et c'est au camp, au siège pratiquement du CNRD, qu'on a appelé, au camp militaire Almami Samori Touré, c'est là qu'on l'a appelé, et un militaire l'a accompagné à la morgue. Donc nous sommes en termes de violation des droits humains et des libertés publiques. La situation guinéenne est plus que révoltante. Parce que tous ces droits de l'homme, toutes ces libertés publiques étaient bien protégées dans la charte de la transition. Qui était une bonne charte en soi. Qui était une bonne charte, parce qu'il y avait un engagement fort de protéger les libertés publiques et les droits humains. Malheureusement, aujourd'hui, la liberté de la presse. Il y a eu tellement de journalistes qui ont été poursuivis. Il y en a un qui a été condamné récemment. Mais il y a eu des radios qui étaient parmi celles qui avaient plus d'audience, qui ont été fermées par un acte administratif du ministre de l'Information et de la Communication. On a retiré les agréments. Et maintenant, bien entendu, on ne peut pas parler... On a interdit les manifestations dans les rues et sur les places publiques, alors que c'était accepté dans la charte et dans les engagements internationaux de la Guinée. Ils ont, par acte administratif, on a dit que les manifestations dans les rues et sur les places publiques sont interdites. Et tous les jeunes qui ont tenté d'exercer ce droit ont été abattus froidement, sans qu'aucune enquête ne s'en suive, sans qu'aucune justice, qu'ils n'aient droit à aucune justice. Alors que les manifestations dans les rues et sur les places publiques en faveur du maintien au pouvoir de Doumbouya sont financées par l'argent public, encadrées et encouragées dans tout le pays. Et c'est dans ce cadre que le tournoi de football pour la Coupe de Mamadi a été organisé à Zérékoré avec la tragédie qu'on a vécue il y a 3 ou 4 jours. Monsieur le Premier ministre, vous-même, vous n'êtes pas épargné. Vous vivez désormais hors de votre pays, la Guinée. Votre domicile a été détruit à Conakry. Pourtant, vous avez soutenu le pouvoir actuel. À quel moment est intervenu le point de rupture?
Ah bah, écoutez, effectivement, j'ai soutenu, comme je l'ai dit, pour des raisons... J'étais dans une situation compliquée, mais beaucoup sont interrogés. Pourquoi j'ai soutenu tant le coup d'État? Oui. Comme j'étais le principal opposant à Alpha Condé, mon siège était occupé par l'armée depuis les élections de 2020. Mon domicile, enfin, mon bureau, mes bureaux aussi. Les gens ont pensé que c'est parce que j'ai recouvré ces droits et libertés élémentaires que j'ai soutenu. Non, c'est le discours décliné. Le combat que je mène, c'est certes pour l'accession au pouvoir, mais c'est pour promouvoir ces valeurs de démocratie, de droits humains, garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays, développer les infrastructures, mettre en place un système éducatif performant pour que les Guinéens aient droit à un enseignement de qualité, à une éducation solide pour affronter le marché du travail qui est devenu international. J'ai soutenu parce que le discours qui a été décliné, je me répète, je suis désolé, était rassurant. Je vois des jeunes officiers sortir du camp, déposer Alpha, prendre des engagements de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. J'en avais été victime pendant 11 ans. Bien sûr. Mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. J'en avais souffert. J'ai souffert de la délinquance électorale dans un environnement où il n'y a pas de recours. Lorsque l'État viole tes droits, vole tes suffrages pour se maintenir au pouvoir, tu n'as pas de recours puisque la justice est complètement caporalisée. Lorsqu'ils disent que le droit et la justice seront leur boussole et qu'ils vont organiser des élections transparentes pour rendre le pouvoir aux civils, pour moi c'était la fin du calvaire. J'ai revendiqué ça. J'ai perdu, l'UFDG a perdu près de 300 militants qui ont été abattus, qui n'ont pas eu droit à la moindre justice. Lorsqu'ils disent qu'ils mettront fin à ça, j'étais enthousiaste. Non pas parce que j'ai récupéré mon passeport, parce que j'ai récupéré mon siège, ou mes bureaux, ou parce qu'on a libéré mes collaborateurs, dont plus de la moitié étaient en prison, mais le discours d'officier que je ne connaissais pas de près, mais les engagements pris m'avaient vraiment rassuré, si bien que j'étais le principal avocat de la junte. Je suis venu à l'Union européenne, j'ai parlé au chef d'État de la sous-région, le président Nana, il le sait. Je l'ai appelé, vous ne pouvez pas sanctionner ces jeunes. C'est un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut les accompagner. Le régime précédent, c'était un coup d'État constitutionnel. Alpha a exercé un troisième mandat illégal et illégitime. Vous n'avez rien dit, ceci, il faut les accompagner. Le discours était rassurant. J'étais peut-être naïf. Mais je suis sorti de la Guinée pour les défendre, venir aux Nations Unies, à l'Union européenne, en France, partout, pour demander qu'ils soient accompagnés au lieu d'être sanctionnés. Alors, bien entendu, lorsque je vois les actes qu'ils ont posés, pas par rapport à moi, je ne parle peu de ma maison, bien que c'était un choc personnel. Oui. Mais je n'ai pas voulu utiliser les militants du parti pour m'aider à régler un problème qui était censé être personnel. Je dis ça, c'est rien. Une maison, c'est rien par rapport aux valeurs pour lesquelles on se bat, par rapport aux vies humaines qu'on a perdues. Une maison, c'était rien, même si c'était injuste. Oui. Si c'était injuste. Parce que mes adversaires politiques, Alpha avait reconnu. Parce qu'on lui a dit, cette maison, c'est le nom, et lorsqu'il a vérifié, il s'est rendu compte que ce n'était pas fondé. Dadis également, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on dit, ah, c'est occupé un bâtiment qui appartient. Ils ont vérifié tous les papiers. Mais bref. Qu'avez-vous fait ou dit, selon vous, qui a déclenché le courroux du pouvoir actuel et qui vous vaut aujourd'hui ce qu'on non, c'est de l'analyse. Je n'ai pas d'informations. Je conseille le premier acte d'hostilité. C'est lorsqu'on a attribué aux partis politiques 15 sièges au CNT. Les partis politiques et les coalitions se sont retrouvés. On a trouvé un consensus pour la répartition des sièges. Compte tenu du poids, en tenant compte du poids électoral, on a accordé de manière consensuelle 4 sièges au RPG et à sa coalition, 4 sièges à l'UFDG et à ses alliés. Lorsqu'on a amené les listes, pour moi, sur les 4,
Ils ont repris 3, ils ont redistribué à d'autres partis. Les autres, ils ont laissé tel. Je me puis interroger. J'ai juste fait une déclaration. Je ne voulais pas d'affrontement avec la junte pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis soutenu, je ne veux pas en venir. Mais j'ai fait quand même une déclaration pour attirer l'attention sur cette injustice. Pourquoi? Parce que sur les 4 qu'on a eus, on a laissé 2 à nos alliés et 2 à l'UFDG. Et c'est à cause du poids de l'UFDG qu'on nous a accordé 4. Bien sûr. Malheureusement, c'était le premier acte d'hostilité, c'était cette maison, où j'ai tous les papiers, le contrat de prêt avec la banque qui a payé, le chèque de banque, tout, le titre foncier. Il n'y avait aucune faiblesse. Et Alpha qui a pris soin de recourir, il faut le lui reconnaître, de faire vérifier systématiquement, y compris à la banque, si j'avais réglé toutes les échéances du prêt que la Société Générale m'avait accordé, y compris au niveau de la Banque centrale. Est-ce que le chèque de la banque a été effectivement ancré? Il a tout vérifié. Il a reconnu que c'était ma pleine propriété. Dadis Camara aussi avait reconnu. Alors donc ça, mais c'était personnel. Je n'ai jamais mis ça en avant. Mais il n'y a pas que ça, monsieur. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a maintenant l'instrumentalisation de la justice qui devait être la recherchée par la CRIEF. Oui, mais ce n'est pas... alors là, encore, c'est pire. D'abord, tout le monde sait, et l'acquéreur de l'avion présidentiel, parce que c'est ça qu'il s'agit, a reconnu que je n'ai joué aucun rôle et que je me suis plutôt opposé à la transaction, ce qui est vrai. Mais dans notre pays, seul le ministre des Finances est compétent pour procéder à la privatisation. Et heureusement, dans cette période, le ministre des Finances n'a pas cru devoir, alors qu'il a la possibilité d'associer les ministères techniques, d'associer aucun cadre de l'aviation civile qui était sous mon autorité. Vous étiez ministre des Transports. Vous étiez ministre des Transports. Aucun cadre de l'aviation civile n'a participé. Aucun cadre de mon cabinet n'a participé pour l'application d'une décision du Conseil des ministres et qui a été validée par un décret du président de la République. C'est le ministère de l'Économie et des Finances qui a tout fait. Mais c'est moi qui suis poursuivi. On vous reproche d'avoir bénéficié de 5 millions de dollars dans cette transaction. On dit que c'est moi qui ai perçu l'argent. Je n'ai d'autorité ni sur le trésor, ni sur le portefeuille de l'État. Et celui qui a payé a démenti systématiquement d'avoir eu affaire au ministère des Transports dans cette affaire. Mais non, c'est moi. On me reproche d'avoir un poids électoral et une capacité de mobilisation qui peut-être gêner la transition. Je pense que c'est ça fondamentalement. Ça veut dire quoi? Votre retour en Guinée est compromis désormais? Non, elle ne peut pas être compromis. Je ne peux pas abandonner tout ça. C'est une question d'opportunité. À un moment donné, le général de Gaulle était à Londres. C'est vrai. Il y a des hommes politiques qui, à un moment donné, ici, je me bats. Parce que je suis dans le combat, pour expliquer. Si je suis à l'intérieur, je peux difficilement le faire. Pour le moment, nous sommes dans un combat. Je pense que mon rôle et ma place est à l'extérieur pour mener ce combat, pour dénoncer les dérives de la junte et pour obtenir justement le retour à l'ordre constitutionnel. Si je suis à l'intérieur, peut-être que je pourrais moins peu l'aimer, mais je rentrerai, c'est sûr. Comment s'imaginer maintenant la suite? Qu'est-ce qui va se passer après le 31 décembre 2024 selon vous? Écoutez, on note d'abord, alors vous allez vous poser la question en disant, bon, nous n'avons pas d'armes, ils sont armés, nous n'avons pas d'argent pour corrompre, mais on a une force qui garantit le succès. C'est la volonté du peuple de défendre ses droits et libertés. La population n'accepte pas d'être privée de son droit de choisir ses dirigeants, que les dirigeants lui soient imposés par les armes ou par l'argent. Nous comptons sur ça et nous allons, et vous allez voir, le peuple de Guinée va triompher de la junte et de sa velléité de confisquer son pouvoir et ses droits de choisir ses dirigeants. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est le message que vous avez pour vos compatriotes, l'espoir, l'espérance d'un changement imminent. Absolument. Le peuple de Guinée est mûr. Il sait ce qu'il veut. Il veut choisir ses dirigeants et les sanctionner, le cas échéant, par les urnes. On n'a pas besoin de la violence, ni de la corruption. Le monde évolue, le monde change. Nous avons connu des régimes difficiles. Aujourd'hui, les Guinéens ont les yeux ouverts. Et tenez-vous bien, on ne compte pas sur la communauté internationale. On a appris maintenant à compter sur nos propres forces. Et on va se battre. Peut-être qu'il y a des malentendus.
Mais chacun aujourd'hui, nous avons un parti organisé, nous avons une alliance, l'ANAD, qui est forte, nous avons les forces vives qui représentent électoralement parlant 96% des suffrages exprimés. C'est-à-dire que c'est tout le peuple de Guinée. Nous allons nous organiser pour résister et pour vaincre la dictature et empêcher que la Guinée ne retombe effectivement dans une dictature comme ça. Cellou Dalein Diallo, je rappelle que vous êtes un ancien Premier ministre guinéen, ancien vice-président de l'Internationale libérale et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci. Ancien vice-président exécutif. Maintenant, je suis vice-président honoraire de l'Internationale libérale. Merci. Cellou Dalein Diallo. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été dans Parole de leader. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos millions de spectateurs, je l'espère. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Parole de leader. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parole de leader.